bienvenue dans Asphalte Rétro. C'est au circuit du Luc dans le Var que nous allons faire l'essai d'une auto très peu connue du grand public, un pur produit français des années 90. Bonjour Gilles. Hello Vanessa. J'ai reçu un point GPS, mais où sommes-nous? Ah oui, en effet, alors c'est la première surprise. C'est juste incroyable. Ah ben là, je pense qu'on a vraiment le privilège aujourd'hui d'avoir été accueillis par mon ami Willy Collignon, qui est donc devenu le propriétaire des anciens ateliers AGS, la fameuse écurie de Formule 1, qui a œuvré pendant pas mal d'années dans les années 90. Et donc le circuit du Luc, petit cours d'histoire, a été donc développé, aménagé pour justement pouvoir faire les essais de l'écurie de Formule 1 qui s'était installée à proximité. Et aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir contempler, admirer un morceau d'histoire au travers de véhicules complètement exceptionnel, je ne sais même plus par quoi commencer. Ah oui, moi aussi, j'ai les yeux partout. Mais bon, on va dire, allez, le fluo et le blanc, là, donc, avec la fameuse MP4-8 d'Ayrton Senna. Et celle-là, je crois qu'elle a participé à la non plus fameuse course sous la pluie à Donington, en 93, à Kynen. Là-bas, on a une Williams Jacques Lafitte. Il y a pas mal de sports proto, des F2, des F3, encore une F1 Toyota, une McLaren Mercedes. Enfin, je ne sais plus quoi vous dire, tellement c'est exceptionnel. Et Willy, donc, ici, c'est un atelier qui continue à vivre de légendes. Notamment, on met l'accent sur l'historique. Et on voit encore, même là, une Norma LMP3 qui a donc été toute restaurée pour pouvoir aller faire course à Donington, notamment en historique. Donc c'est toute une activité avec l'école de pilotage et tout. L'endroit continue à vivre grâce à lui. C'est ce que j'allais demander, c'est restauration et puis le côté location également. Et tout à fait. Vraiment le cours spécifique. Hein. Oui, je pense que voilà, c'est important de le préciser. Ici, quand on vient ici, on a des vrais cours de pilotage avec donc l'envie de faire progresser à tous les niveaux tous les gens qui viennent participer, donc à commencer par les petites formules, et puis après ça peut progresser au fil du temps. Est-ce qu'on peut peut-être aller rouler? Alors justement, on vient à ma deuxième surprise. Oui. Je vous laisse découvrir un petit bijou historique aussi, qui fait partie de la légende des voitures françaises, hein, et donc la fameuse Venturi 300 qu'on a à disposition aujourd'hui pour notre émission. On y va? On y va. Parti. Ah oui, sacré design. Magnifique, surtout de l'arrière. Vraiment la touche des années 90. Vanessa, attention, c'est une conduite à droite. Ah, voiture qui était destinée certainement à l'export. Je me suis fait avoir, je voulais conduire moi. Bon, tout à l'heure, au retour, comme d'habitude. Expliquez-moi tout sur ce modèle. Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'était que 10 ans après la création de la 200, du modèle 200, donc, est sortie la 300 Atlantique, qui devait être le renouveau de la redynamiser et refaire démarrer la marque. Et donc, la voiture a beaucoup plus de rondeur dans les lignes. Les lignes sont plus fluides, plus souples. C'était un peu dans l'air du temps, évidemment. Maintenant, on a tendance à revenir dans les lignes un petit peu plus directes, un peu plus droites, comme l'était la 200 au départ. La voiture est un peu plus imposante. Elle est un peu plus longue aussi, on avait dit tout à l'heure, d'empattement de 10 cm. Elle est aussi un petit peu plus large. Et elle est toujours avec des lignes très épurées, très simples, qui pour moi, quand on la voit, elle est un peu intemporelle. Il y a des modèles comme ça qui sont à la mode parfois et qui se démodent vite. Là, je trouve que cette 300, elle peut traverser le temps, parce que quand même, depuis les années donc 90, on a vraiment eu beaucoup d'évolution dans le design. Mais là, on a une voiture, quand on la sort, les gens qui ne connaissent pas disent, mais ça vient de sortir presque. C'est surprenant. Plusieurs pièces me rappellent
d'autres modèles. Ah ben là, on voit. Est-ce que je me trompe? En effet, Vanessa, c'est exactement ça. Toujours pour un souci de coût, hein, quand ils ont donc décidé de se lancer dans cette aventure, aussi bien sur la première que sur la seconde modèle, ils ont choisi des pièces qui se trouvaient ils sont allés faire leur supermarché un peu partout chez les constructeurs. Et donc ben là, le plus caractéristique est resté sur tous les modèles sont les rétroviseurs, qui sont de la CX. Eh oui, c'est ça. Exactement. C'est CX dernière version. On voit aussi le système d'essuie-glace, de balai d'essuie-glace, le mécanisme qui appartient à la Mercedes 190. Donc c'était aussi un gage de qualité. On a également le pare-brise, non, il me semble. On a également le pare-brise qui est un pare-brise de Fuego. Là aussi, qui a été peut-être retaillé, je crois. Mais bon, qui garde le galbe. On a les feux arrière. Oui. Très importants, qui sont les feux arrière. Alors sur le premier modèle, c'était de BMW série 3. Et là, c'est de Ford Sierra. Oui. Je vois que l'intérieur est complètement dans son jus. Oui, et si on regarde bien, il n'a pas été restauré. Et il n'y a absolument aucune trace d'altération par le temps et de vieillissement. Puisque là aussi, un gage de qualité, c'est Connolly. Connolly, très très connu, qui font notamment les intérieurs et les cuirs des Rolls-Royce. Connolly avait donc la responsabilité de fournir et de créer tout ça. Un petit chef-d'œuvre. Ah, là, c'est un petit chef-d'œuvre. L'intérieur en ronce de noyer, avec cette couleur beige, et la couleur extérieure un petit peu bleu violine, là, est sublime. Il me tarde de l'essayer. On a l'autorisation? Je pense que c'est possible, parce que c'est vous. Allons-y. Gilles, sacré clin d'œil au passé. Et vous savez comme j'aime ça. Quelle est l'histoire de Venturi? Quelle est l'histoire de ce modèle? Dites-nous tout. Alors en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment le privilège de faire un vrai clin d'œil au passé. Et puis en plus au passé made in France. C'est ça. Vous savez que nous aussi, nous sommes très à cheval sur ça. Alors c'est l'histoire de deux passionnés. Donc c'est Gérard Godefroy et Claude Poirot. Gérard Godefroy, ça me parle un peu. Ben oui, c'était un designer très connu qui a beaucoup œuvré, notamment chez Eliez, à faire des projets pour pas mal de constructeurs. Je peux le dire moi? Oui. Il a dessiné la 205, s'il vous plaît. Eh oui, Vanessa. Et pas que ce modèle. Exactement. Et donc, un jour, dans les années 84, il a eu l'occasion d'essayer une Ferrari Dino. Et là, ça a été l'élément déclencheur. Le déclic. Il a dit j'ai envie de faire une auto. Alors donc lui évidemment il avait des très grandes compétences dans le design, mais évidemment il lui manquait quelque chose. Et c'est là donc qu'il s'entendait très bien avec son ami qui donc travaillait chez Alpine, Claude Poirot. Et un jour ils se sont rencontrés, ils ont dit pourquoi pas on ferait pas deux autos simplement au départ, une pour chacun. Ils ont démarré dans le sous-sol de Claude Poirot, de sa villa, pour éviter évidemment d'investir, etc., parce que c'était pas facile. Et puis ils ont créé la première maquette, qui s'appelait donc la Venturi 200, le modèle 200, qu'ils ont dit pourquoi on la présenterait pas au Salon de Paris. Alors ça c'était, je crois, en février, le départ de l'aventure, et le Salon de Paris était en octobre, l'année 84. D'accord. Donc, sacré culot quand même. Ah ouais, donc ils ont appelé l'organisateur, ils ont dit on voudrait réserver une place et tout, mais la voiture elle est où? La voiture elle est pas tout à fait finie. Et puis donc ils ont réussi, en travaillant sans compter, nuit et jour, et ils ont réussi à présenter la voiture donc au Salon de Paris en octobre. Et c'est vrai qu'elle a eu un franc succès. Il était question de se mettre au niveau de la concurrence, et je crois savoir que finalement l'objectif était atteint. Elle dépassait la 911 Carrera à l'époque. Ben oui, même Ferrari incroyable. 355, c'était aussi les concurrents de l'époque, c'était la référence, les références. Et puis donc du coup, il y a eu des investisseurs, des gens qui ont été intéressés par le projet et qui ont donc dit, écoutez, nous on veut bien se lancer dans l'aventure. Pourquoi Venturi? Pourquoi? Donc en fait, Venturi, déjà quand on entend, c'est le vent.
c'est l'aventure. Ah oui, d'accord. C'est la vitesse. C'est beau. C'est l'effet Venturi, qui est aussi un terme technique qu'on emploie dans l'aérodynamique. Donc focus sur ce modèle aujourd'hui, je crois savoir qu'il est exceptionnel. On s'est retrouvé donc dans les années 90, 94, une dizaine d'années après le lancement de la marque, avec une volonté de faire un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, donc, ils l'ont appelé tout naturellement la 300. Alors la 300, donc, nous sommes dans un des modèles. Il y a eu 3 déclinaisons en fonction des moteurs. Donc il y a eu, comme celle-ci, un V6 atmosphérique, 24 soupapes, qui faisait un peu plus de 200 chevaux. Il y a eu une version qui en faisait 194. Et donc celle-là est à version boîte automatique. Et Vanessa, en effet, il y en a eu... Conduite à droite. Il n'y en a eu que 6 dans le monde, donc en conduite à droite et boîte auto 4 vitesses. Incroyable. Et après, donc, la voiture est sortie en version mono-turbo, d'abord. De 280 chevaux. Donc là, on avait beaucoup plus de couple et beaucoup plus de performance. Et après, ils ont décliné une ultime version de la 300, c'était en biturbo, avec 2 turbos plus petits à géométrie variable, qui avaient tendance vraiment à donner de la puissance tous les régimes, sans avoir cet effet turbo, qui souvent était quand même assez violent, et qui pouvait, sur une propulsion, donner des réactions un petit peu délicates, qui demandaient des notions de pilotage pour la rattraper. Parce qu'il faut savoir une chose, Vanessa, justement, c'est que moi, on a eu l'occasion dans l'émission d'essayer beaucoup de voitures hyper puissantes, hyper modernes, où on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait au niveau des assistances. À la carte. Voilà, aussi bien en freinage, qu'en motricité, qu'en assiette, qu'en dureté d'amortisseur, qu'en direction même, certains modèles. Et là, il faut dire qu'à l'époque, là, c'était vraiment la pure conduite. Donc pas d'assistance, pas d'antipatinage, pas d'ABS, il n'y avait rien du tout. C'était la pureté absolue. Moi, j'aime bien aussi. Hein. Ah oui, la vraie conduite. Voilà, voilà. Des reprises fulgurantes et une souplesse à toute épreuve, voici le pédigré de cette super sportive française. À l'accélération, les sensations offertes distancent la plupart des GT. Le chronomètre ne tarde pas à en donner la preuve avec un 0 à 100 km/h effectué en 4 secondes 7, soit 8 dixièmes de mieux qu'une Porsche 911 Carrera. J'imagine qu'ils ont plutôt amélioré le châssis alors pour la 300. Ça paraît logique. Oui, en fait, ils ont recréé quand même une nouvelle voiture 10 ans après, hein, avec la volonté vraiment de dire voilà, on a gardé nos bases, mais on veut refaire quelque chose de nouveau. Ils ont rallongé le châssis, l'empattement. Donc, hein, l'empattement, c'est la distance entre les 2 axes de roue avant et arrière, d'une dizaine de centimètres hein, environ. Ils l'ont aussi élargi. Et donc, ils ont donné une voiture qui avait plus d'aplomb au niveau de sa présence, on va dire. Et puis qui, du coup, évidemment, a amélioré les performances au niveau des appuis, notamment, de la fluidité au niveau du passage en courbe. Sa conception est moderne et soignée autour d'un châssis en acier. Le comportement de l'Atlantique présente un certain caractère. Les amateurs de sportives apprécient la direction directe dans les enchaînements de virages. Le roulis est quasi inexistant. L'efficacité de l'auto reste remarquable pour l'époque. Les sensations de conduite sont bien présentes. À noter que l'auto n'était pas assistée par des systèmes électroniques comme beaucoup de ses concurrentes. Une belle façon d'assumer pleinement son rôle de sportive. Est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce qu'on peut espérer parler de la 400? Elle a été dessinée en une journée par Gérard Godefroy, qui donc on l'appelle la petite F40 à la française. Il a repris évidemment la base de la 300 et il lui a rajouté un aileron, il a modifié l'avant avec un clin d'œil au premier modèle. Et du coup est né la Venturi 400 Trophy.
Depuis 2000, l'entreprise est détenue par Gildo Pastor. L'homme d'affaires monégasque a choisi, dès l'acquisition de Venturi, d'opérer un virage stratégique pour relancer l'entreprise en se lançant de nombreux défis. Il ouvre la voie et devient une source d'inspiration pour d'autres constructeurs automobiles. Cette émission est terminée. Gilles, c'était un plaisir. Merci. Plaisir partagé comme d'habitude. On se retrouve très vite et j'espère très vite sur le circuit. Ah ben oui, on ne peut pas repartir d'un lieu aussi magique sans revenir. Moi, je vais conduire une barquette. Ça sera la troisième surprise. Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain, à très vite.